Algérie, l'émeute gagne les principales villes du pays. Un premier bilan fait état de près de 200 tués. Le gouvernement reconnaît la gravité de la situation. Premier reportage complet de nos envoyés spéciaux dans Alger, où l'armée et les manifestants demeurent face à face. Le pape Jean-Paul II à Strasbourg dialogue avec toutes les communautés religieuses. Il s'adresse également aux Européens. Votre soif de biens matériels vous fait oublier l'existence même de Dieu. Tunnel sous la Manche, de part et d'autre, on creuse pour tenir le pari, rattacher l'île, la Grande-Bretagne, à l'Europe en 1993. Dans ce journal, la visite du plus grand chantier du monde, côté anglais et français. Madame, Monsieur, bonsoir. Manifestation, émeute, ces termes sont aujourd'hui dépassés pour qualifier les événements d'Algérie. Et sans que l'on puisse encore parler ce soir de soulèvement général, on peut affirmer que l'agitation a gagné les principales villes du pays et que la réplique du gouvernement par l'intermédiaire de l'armée a été très dure. Un premier bilan fait état de plus de 170 victimes depuis mardi dernier. C'est en fin d'après-midi et la nuit que, malgré le couvre-feu, les accrochages les plus durs ont lieu entre militaires et manifestants, comme en témoigne ce premier reportage parvenu en France grâce aux envoyés spéciaux d'Antenne 2, Jacques Merlino et Jean Cornu, qui sont parvenus à se faufiler dans les rues d'Alger la nuit dernière et ce matin. Regardez. Alger, samedi soir, 10 h. Le couvre-feu et tout de suite de longues rafales d'armes automatiques. Dimanche matin, les hélicoptères reprennent leur ronde incessante au-dessus de la capitale, tandis que dans les rues se consument les derniers restes des émeutes. Cette rue est située à Bellecour, un quartier très populaire, et entre deux charges de police, les enfants viennent fouiller les décombres à la recherche de ce qui peut être récupéré. Le centre d'Alger maintenant. Ce grand bâtiment qui a entièrement brûlé était le ministère de la Jeunesse. Il fut l'une des premières cibles des manifestants. Des jeunes, pour l'essentiel, qui prennent le risque, à visage découvert, de nous expliquer leur révolte. La jeunesse a demandé ses droits. C'est normal, oui. Hein? Le peuple a demandé. Le peuple, ou la jeunesse, ou le peuple, c'est kiff. Il y a une grève, je sais pas, il y a un tapage, il y a tout. Hein. Alors, les jeunes ont tout cassé, hein? Ils ont tout cassé, oui. Mais pourquoi? Je sais pas. Il n'y a rien, vous voyez, vous n'avez qu'à voir. Vous n'avez pas besoin de ça. Rien. Vous savez, hein, il n'y a rien. Le linge sale se lave en famille. La rue d'Idouche Mourad, l'une des artères les plus commerçantes. Toutes les vitrines sont brisées. Encore des voitures calcinées. Des voitures de l'administration reconnaissables à leur plaque rouge. Et voici ce qui reste du Blue Note, l'une des rares boîtes de nuit d'Alger. La police est omniprésente. Police secrète, mélangée à la foule. Police urbaine, en uniforme. Force anti-émeute, appelée police noire. Et enfin, l'armée. Elle est partout, mais il est strictement interdit de la filmer. Et l'on ne peut saisir que ces quelques images saisies à la volée. Soldats, tous les 5 mètres, baïonnettes au canon et chargeurs garnis de balles réelles. Des chars sont postés à tous les carrefours et protègent tous les édifices publics. Ici, le siège du FLN. Aucun bilan officiel du nombre des victimes n'a encore été communiqué, mais on peut estimer de manière sérieuse et selon des sources médicales que le nombre de morts par balle à Alger et dans les autres villes d'Algérie est supérieur à 100. Un bilan qui peut encore s'alourdir puisque ces dernières heures, l'armée tirait encore dans Alger. Après ces réactions, sur place donc, d'autres maintenant enregistrées ce matin à l'arrivée à Orly du seul vol Alger-Paris autorisé à décoller ce dimanche. Claude Crespo. Vous avez vous-même assisté à des émeutes? Ah oui, ouais, bien sûr. J'ai été pris dans les émeutes aussi. Il n'y avait pas de taxi, pas de car. Je me suis pris de la lacrymo dans la figure. Et c'était assez violent. C'est terrible. Hein. C'est-à-dire Beyrouth, comme Beyrouth, la même chose. Ils tirent à la mitraillette, ils flinguent les gens. Dans les rues? Ouais, j'ai failli prendre une balle moi-même. Et qu'est-ce qui se passe exactement dans les rues, par exemple, pour vous, étrangers? Les batailles de rue. On ne peut pas sortir. Entre qui et Entre qui? les jeunes et les forces de l'ordre. Mais pas les CRS, hein, les militaires. Ah oui, c'est terrible. Depuis 3 jours, c'est une petite révolution, quoi. Mais une révolution avec des morts? Bien sûr. Vous avez assisté, vous, à des émeutes dans les rues? Automatiquement, bien sûr. Je suis algérois. Hein. Entre qui et qui? Maintenant, c'est entre le peuple et le gouvernement. Le gouvernement, maintenant, c'est l'armée et les policiers. Voilà donc pour les réactions. 100 morts, disait il y a quelques instants Jacques Merlino, c'est un bilan partiel. On parle ce soir de plus de
170 victimes, manifestants et forces de l'ordre compris. Et face à cette violence de la rue qui ne supporte plus la crise économique, attisée par les intégristes religieux, le pouvoir est bien obligé de reconnaître la gravité des événements. Le président de la République, M. Beni Chadli, doit s'adresser demain soir à la population et déjà le ministre de l'Intérieur, dans un message télévisé hier soir, a dû reconnaître officiellement que l'agitation avait gagné une bonne partie du pays. Jacques Merlino. Dans une déclaration lue la nuit dernière à la télévision, le ministre de l'Intérieur, M. Kederi, a pour la première fois reconnu que les troubles s'étendaient sur tout le territoire. De fait, nous parviennent ici des informations précises sur le nombre de victimes en dehors d'Alger. 15 morts à Mostaganem, 10 à Annaba, 16 à Chlef, 22 à Oran. Et la ville de Tiaret, à 300 km à l'est d'Alger, aurait connu un véritable carnage. À Alger, au 5e jour du début des émeutes, la ville présente un double visage. Calme le jour, terrible la nuit. Depuis 5 heures cet après-midi, les barrages militaires se renforcent et tout le monde s'attend à une nouvelle explosion de violence. Les combats de la nuit dernière ont été terribles. 60 morts dans le seul quartier de Kouba, sans compter les victimes qu'il y eut à Bab el-Oued et place du 1er mai. Des victimes qui, bien souvent, sont des enfants entre 10 et 15 ans. Par ailleurs, la situation serait catastrophique dans les hôpitaux où s'entassent morts et blessés et l'on commencerait à manquer de sang. Sur le plan diplomatique, le gouvernement français n'a pas pris encore position officiellement. En Espagne, où il se trouve aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères français, M. Roland Dumas, s'est déclaré simplement et prudemment d'ailleurs préoccupé. M. Dumas. J'ai indiqué que le gouvernement français se préoccupait de l'évolution des événements en Algérie. Je ne souhaite pas ajouter de commentaires à celui que j'étais amené à faire hier. Si de nouveaux développements interviennent, nous les examinerons. Je répète, dans l'esprit que j'ai décrit hier, c'est-à-dire un esprit de solidarité avec le peuple algérien, avec l'Algérie, avec ses autorités. Et enfin à Paris, ce matin, dans le quartier à majorité algérienne du 18e arrondissement, au métro Barbès-Rochechouart, plusieurs centaines de manifestants ont défilé puis sont restés groupés une partie de l'après-midi, exprimant leur soutien aux émeutiers d'Algérie. Parmi eux, plusieurs leaders de mouvements d'opposition au gouvernement actuel du président Chadli Benjedid. Voilà donc pour ce dossier ce soir. L'actualité française de ce dimanche, c'est d'abord le Paris des Nîmois, dont la ville a été dévastée mardi dernier par un torrent de boue et qui se sont promis, jurés même, d'effacer les dernières traces de cette catastrophe avant ce soir minuit pour que tout redémarre normalement demain, lundi. Henri Bodiguel, François Granier. Dans cette ville où l'activité économique est éteinte depuis une semaine, les services techniques sont à l'œuvre 24 heures sur 24. Près de 800 véhicules, 4500 hommes, pompiers, militaires, sécurité civile, bénévoles, une formidable machine dont le moteur principal a été la solidarité, l'entraide de tous pour permettre à chacun de retrouver demain une ville et une vie presque normales. Lundi matin, la ville peut tourner. Je pourrais citer quelques exemples significatifs. L'ensemble des établissements scolaires ouvrent lundi matin. Le réseau de transport fonctionne normalement, ou quasiment normalement, lundi matin. En ce qui concerne maintenant les problèmes de circulation, ils sont pratiquement réglés. En ce qui concerne l'eau potable, sur 130 000 personnes, il nous restait, il y a 10 minutes, 500 personnes à alimenter d'une manière normale. Et je pense que demain matin, la totalité du réseau d'eau potable de la ville de Nîmes sera rétablie. Alors les points noirs les plus sérieux sont ceux qui sont directement liés à l'origine de l'affaire, c'est-à-dire à l'écoulement des eaux pluviales. Car demain, les 97 écoles maternelles et primaires ainsi que les 21 collèges et établissements secondaires seront à nouveau en mesure d'accueillir les élèves. L'eau est désormais potable dans tous les quartiers, tout juste est-elle un peu plus chlorée que la normale. 87 familles sur 105 ont déjà été relogées, soit dans les HLM de la ville, soit chez des particuliers ou dans des appartements prêtés par des agences immobilières. Votre soif de biens matériels vous détourne de Dieu. C'est ce que le pape Jean-Paul II a dit aujourd'hui dans le sermon qu'il a prononcé à Strasbourg
au matin de son deuxième jour de voyage en France, durant lequel il a également rencontré les principaux représentants des communautés religieuses d'Alsace et de Lorraine. Journée qui se termine ce soir par la célébration du 2 millième anniversaire de la naissance de la ville de Strasbourg. François Cornet, Daniel Lévy. Cette poignée de main entre le pasteur Ruffel, président des églises protestantes d'Alsace, et Jean-Paul II est incontestablement le geste le plus important de cette journée. Le protestantisme en Alsace-Lorraine constitue sensiblement 30% de l'ensemble de la population de la région. La présence en ce dimanche du chef de l'église catholique à l'église Saint-Thomas de Strasbourg est donc un événement. Cette église étant le symbole du protestantisme en Alsace-Lorraine. Pourquoi n'y aurait-il pas aussi un jour une telle communion avec vous les catholiques, puisque l'être en Christ nous est offert aux uns et aux autres? Un signe de ce rapprochement à Strasbourg et de la marche vers l'unité des chrétiens, une Bible latine du XVIIe imprimée en Alsace, offerte au pape par l'Église protestante. Autre moment émouvant, le dialogue ce soir du pape avec la communauté israélite à l'évêché de Strasbourg, un événement dont la communauté juive a voulu exprimer toute la portée en rappelant ce qu'elle doit au catholicisme alsacien, notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale. Dans cet effondrement de l'Europe, le clergé du pays où nous vivons s'est conquis des titres inoubliables à notre reconnaissance. Comment nier ou passer sous silence l'esprit de sacrifice de tant d'hommes dont, au cours de ces années terribles, nous fûmes les obligés? Ouverture renouvelée au dialogue avec les protestants, condamnation de l'antisémitisme, la deuxième journée de Jean-Paul II à Strasbourg aura revêtu une grande importance puisqu'elle englobe désormais tous les courants spirituels présents en Alsace-Lorraine. Dernière étape de cette journée pour Jean-Paul II, la cathédrale pour les fêtes du bimillénaire de Strasbourg. Ce soir donc, sur le parvis de la cathédrale de Strasbourg, célébration du 2 millième anniversaire de la naissance de la ville alsacienne. Nous retrouvons sur ce parvis Jean-Claude Darigo. Jean-Claude ? Oui, Daniel. Oui, ce n'est pas par hasard si les célébrations du bimillénaire de Strasbourg se déroulent en ce moment aux alentours de la cathédrale de la capitale alsacienne. Cet édifice est le symbole des richesses culturelles et spirituelles de ce coin de France qui, depuis 2000 ans, a été le théâtre et le carrefour des joies et des tensions de l'Europe occidentale. 2000 ans de vie en continuité, peu de cités peuvent s'enorgueillir d'avoir des racines aussi anciennes. Ce fut d'abord Argentoratum et ses légions romaines, puis après un saut dans l'histoire en 842, le fameux document Serment de Strasbourg, le premier document rédigé conjointement en langue germanique et en langue romane. À Strasbourg, on le sait, Gutenberg a perfectionné son invention de l'imprimerie. À Strasbourg, Calvin a déployé une partie importante de son activité et Goethe a trouvé ici un milieu favorable au développement de sa pensée. Alors Strasbourg, un résumé, une synthèse de 20 siècles de vie dont on retrouve les traces pratiquement à tous les endroits de cette ville, mais notoirement au pied de cette cathédrale que Jean-Paul II honore ce soir de sa visite pour cette fête à la fois religieuse et profane. La semaine sociale en France maintenant, une semaine qui s'annonce agitée avec le conflit aux usines Renault, une grève aux ateliers du Mans qui fabriquent les pièces détachées, bloque en effet la production de toute la régie. Mais c'est surtout du côté des infirmières que le conflit se durcit. En marge des syndicats officiels qui reprennent demain la négociation, la coordination nationale des infirmières appelle à un mot d'ordre de grève reconductible de 24 heures en 24 heures, et cela à partir de demain lundi. À ce propos, justement, le président de la République, M. Mitterrand, a estimé aujourd'hui qu'on ne pouvait pas régler ce problème en quelques mois alors qu'il était posé depuis plusieurs années maintenant. M. Mitterrand. Aussi justifié que soit un mouvement qui tente à restituer et pouvoir d'achat, et moyens de vivre, et organisation du travail, et temps de vivre, et dignité même. Autant on ne peut pas demander à un gouvernement, en l'espace de quelques mois, de réparer ce qui n'a pas été fait pendant ces décennies, et qu'aucun budget national ne peut absorber en une fois, et en l'espace de quelques mois, ce qui exigera un plan de quelques années. Encore faudra-t-il que ce plan
soient mises en place. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement, de ce gouvernement comme des autres. J'y veillerai, croyez-moi. Moins sérieux que le conflit des infirmières, mais ennuyeux pour les milliers de touristes qui sont encore dans la capitale en cette période de l'année. Les employés de la Tour Eiffel, le monument le plus visité de Paris et même du monde, sont en grève. Les ascenseurs sont arrêtés, restent les escaliers. Elisabeth Esley. La Tour Eiffel est fermée depuis hier matin pour tous, même ceux venus de loin. Pas d'ascenseur ni même d'escalier accessible pour les plus courageux, parfois venus en groupe. C'est du personnel communal de la ville d'Einbeck et nous pensions monter à la Tour Eiffel. Tout le monde est déçu de ne pas pouvoir monter. Sur les 140 personnes employées par la Tour Eiffel, une centaine est en grève, les liftiers et vendeurs de billets. Leurs revendications sont salariales. Actuellement, notre taux est à 29 francs 0,5. Donc le SMIC. C'est pour ça que nous avons fait cette grève. En fait, nous demandons une augmentation de 2 francs. Selon la direction, les plus bas salaires atteignent 133 000 francs par an grâce aux primes liées à la fréquentation de la tour. Où se sont rendus les 15 000 touristes prévus aujourd'hui? Le centre Pompidou, numéro 1 des monuments visités en France, a peut-être battu un record. La politique maintenant, le RPR hésite toujours entre le oui, le non ou l'abstention au référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Exemple de cette hésitation, la déclaration d'Alain Juppé aujourd'hui. Il faut parfois du courage pour refuser d'entrer dans le piège, a-t-il dit. Piège tendu bien entendu par les socialistes, selon le RPR. Et le secrétaire général du mouvement gaulliste de s'interroger notamment sur le fait que tous les citoyens de Nouvelle-Calédonie ne pourront pas voter en 1998. Et si l'on faisait la même chose demain pour la Corse, a ajouté M. Juppé. Fait divers tragique, un enfant de 13 ans tué par une balle perdue dans une cité de Noisy-le-Sec dans la banlieue parisienne. Cette jeune fille se trouvait sur son balcon observant une bagarre qui avait lieu au bas de son immeuble. L'un des hommes qui se battait a soudain sorti une arme et tiré en l'air pour intimider ses adversaires, blessant mortellement la jeune fille. Des nouvelles du plus grand chantier du monde, le tunnel sous la Manche. Ce qui fut longtemps un serpent de mer est aujourd'hui une réalité. De part et d'autre, on creuse avec des moyens matériels exceptionnels et spectaculaires pour tenir le pari lancé, rattacher la Grande-Bretagne à l'Europe en 1993. Jacques Violet et Mémailleul. Côté français, un puits gigantesque, 60 mètres de large, 50 de profondeur, d'où partent les tunnels. Terrassement et haute technologie. En surface, on prépare les terrains pour les gares, les terminaux, sur 800 hectares. Un balai ininterrompu d'engins en tout genre. De chaque côté de la Manche, sur chaque chantier, 2000 personnes. On creuse 3 tunnels, un tunnel de service et 2 pour les trains. On va donc creuser 3 fois 50 km, soit 150 km de galeries. Comme on ne pouvait pas viser directement pour situer les entrées des tunnels, on a utilisé un satellite. Les signaux émis par le satellite ont donné des coordonnées longitude et latitude de 2 points terrestres. Ces relevés ont permis ensuite de déterminer avec précision les 2 entrées l'une par rapport à l'autre. Haute technologie, également à l'intérieur des tunnels, la direction du forage est donnée par une visée laser. Alors, le travail de géomètre ici consiste à mettre en place un rayon laser pour guider le tunnelier en direction de l'Angleterre et pour rejoindre nos collègues britanniques à une précision de 15 cm. Pour creuser, on a dû concevoir et fabriquer ces énormes machines, des tunneliers descendus en pièces détachées et assemblés au fond. Il y en aura 5 en service en France et 6 en Angleterre. Il coûte environ 150 millions de pièces. Un train technique, une usine de 300 mètres de long avec ses moteurs, son alimentation propre. En tête de ce train qui avance sur rail, une énorme fraise qui coupe la roche, entre dedans. C'est le diamètre du tunnel, 8,80 mètres. Cette fraise ne pourra pas reculer, elle sera découpée au chalumeau à la fin. Derrière, la machine évacue la terre, l'eau, les boues et pose automatiquement les anneaux de béton préfabriqués tout en avançant, en prenant appui sur le béton déjà posé. 1,60 mètre à la fois. Il sera fabriqué 250 000 éléments, côté français, tous numérotés avec leurs joints de caoutchouc. Côté français, le début des travaux s'effectue dans la craie blanche avec beaucoup de difficultés. Les hommes ont les pieds dans l'eau, dans la boue. Les machines travaillent souvent comme des sous-marins. Malgré ces difficultés, on a déjà creusé 1 kilomètre et les retards seront rattrapés.
Côté français, nous avons des conditions géologiques plus difficiles qui nécessitent une mise au point plus délicate des machines que sont les foreuses. Et tout ça va se résoudre. Pour l'instant, il n'est pas question de remettre en question la date d'ouverture de mise en service du système, c'est-à-dire le 15 mai 93. Côté anglais, la roche sous les falaises est meilleure. On creuse directement dans la craie bleue, imperméable, où sera le tunnel. Les véhicules roulent au sec. On a percé 3 km. Il n'y a pas de retard côté anglais, sauf un petit retard sur le tunnel de service qui est d'environ 5 ou 6 semaines. Ça c'est tout à fait récupérable. 1 km en France, 3 en Angleterre, 4 km seulement sur 150 qui restent à creuser. Les machines doivent prendre leur rythme de croisière, accélérer. Il ne reste que 4 ans et demi pour que ces falaises que l'on aperçoit ici depuis la France ne soient plus une île, pour que la route ne se termine plus sur la plage. Les résultats du match donc dans 4 ans et demi. La décentralisation, le mot à la mode dans la France des années 90. Ce qui est vrai pour l'administration l'est également pour les salons. Paris, vous le savez, est engorgé de réunions, de congrès, de conventions, d'expositions en tout genre. L'idée est donc venue aux organisateurs du Salon de la décoration de prendre la route de Tours. Jean Pézieux, Yann Gickel. Objet contemporain confronté à Tours et à la Touraine, ou le choc de la France profonde et de la modernité. Tel est l'enjeu de Créacité, la première grande manifestation régionale de design. Une partie des commerçants rue Nationale lui ont ouvert leurs vitrines, d'autres en nombre égal ont pour l'instant refusé. Le pari en tout cas commence dans les rues sur lesquelles le sculpteur Oréfis fait flotter des voiles de couleur. Alors ça va faire 35 ans que j'habite sur l'avenue Gramont, donc j'ai beaucoup aimé ce genre de choses, ce changement un petit peu. Il paraît que nous sommes assez bourgeois et qu'effectivement on est un peu renfermé, il faut beaucoup de temps pour qu'on s'ouvre. Pour ouvrir les Tourangeaux au design, rien de tel que le château. Le Parisien Decroix y montre un plateau en matériaux composites et inox, le Tourangeau Otto, des glaces faussement brisées. Cette chapelle offre à Jean-Michel Villemotte, l'un des designers de l'Élysée, le cadre rêvé pour ses meubles en verre et métal sombre. Maître mot, la rigueur. L'insertion d'un pont dans un site peut requérir un designer. Ainsi, Jean-Yves Barrier, avec le viaduc du TGV sur la Loire, le premier pont SNCF qui ose afficher la couleur. Un élément contemporain doit être beau, mais il doit être également pratique. Alors, si c'est un objet, il doit être bien conçu, et si c'est un meuble, il doit être confortable. Confortable, les fauteuils, oui. Mais ce jeune visiteur Benjamin leur trouve d'autres qualités, surtout quand les créateurs ont choisi l'humour pour les mettre en scène. Reconnaissez que sur ce point, ils ont avec Benjamin un merveilleux complice. Rêvons un peu et pour cela il faut d'abord un décor. Le rocher des milliardaires de Monte-Carlo avec une vente aux enchères hors du commun. 23 Ferrari de collection construites entre 1955 et 1970. La vente a atteint des records, 92 millions de francs pour les 18 voitures vendues. Les acheteurs sont australiens, japonais, américains. Et pour vous donner un exemple, la première voiture que vous allez apercevoir dans le reportage qui suit est une Ferrari jaune. Elle a été mise à prix 2 millions de francs, elle s'est vendue plus du double, 4,4 millions exactement. Thierry Calmette et Claude Sicard, regardez. Le marteau d'ivoire va libérer 300 chevaux. Adjugé. 275 GTB4, une Ferrari exceptionnellement jaune. En 66, 260 km/h sur route et sur circuit. Deuxième aux 24 heures du Mans. Mais cette berlinette se conduit aussi de manière civilisée. Sauvage, la 250 GT compétition. 76 exemplaires seulement, adjugé 9 millions de francs. Dessiné par Pininfarina, l'habilleur préféré d'Enzo Ferrari, toutes ces merveilles évoquent la vitesse, même à l'arrêt. Comme des félins ou des squales. On s'attend même à les voir respirer.
Le délire à 320 km/h et 3 places frontales, le pilote assis au milieu. C'était la voiture de Giovanni Agnelli, le patron de Fiat. Un cabriolet âgé de plus de 20 ans, allons faire un tour. L'élégance des formes n'est pas uniquement destinée aux magazines de mode. Les 12 cylindres vous propulsent à plus de 250 à l'heure. L'âge d'or de la compétition. La barquette, 375 000 milles, son palmarès entre 1954 et 1956 remplit 2 pages de catalogue. Exposée comme une œuvre d'art et vendue comme une œuvre d'art. Ces automobiles témoignent d'une époque révolue, sans limitation de vitesse ni d'imagination. Enzo Ferrari a disparu, ses créations continuent de nous faire rêver. Oui, puisque nous sommes dans la folie, un record à ne pas imiter cet après-midi sur le tremplin olympique de ski de Saint-Nizier, près de Grenoble. Le motard Alain Prieur a battu le record du monde de saut à moto, comme son nom l'indique, 84 mètres. Avant de nous quitter et de vous rappeler les résultats du tiercé, nous allons revenir un instant sur les événements d'Algérie. Vous savez qu'à 20 h, la télévision algérienne émet un bulletin d'information. Ce soir, ce bulletin fait état officiellement du moins, d'une certaine forme de retour au calme. Jean-Marc Ilouz a écouté et regardé ce bulletin. Voici ce qu'il en a tiré. Écoutons-le. Ouverture à l'instant donc du journal de 20 h de la télévision algérienne sur l'annonce d'un discours du président Chadli. Le chef de l'armée et le patron du parti unique du FLN parlera demain pour la première fois. À en croire le présentateur du journal de la télévision d'État algérienne, le calme est revenu aujourd'hui à Alger, où fonctionnaires et travailleurs ont repris le travail. Information assortie d'un appel à rebâtir l'Algérie avec le sens du devoir national. Fin de citation. À quoi servent les destructions des Vandales, dit le présentateur, sans désigner nommément des responsables. Retour au calme aussi à Oran, selon la télévision officielle, sur ces images de marchés approvisionnés. Mais toujours pas un mot sur le nombre des victimes, tant du côté des forces de l'ordre que de celui des nombreux civils tombés sous les balles à Alger comme dans le reste de l'Algérie pendant ces 5 jours d'émeutes. Voilà donc ce que disait à l'instant même, en ce moment même, la télévision officielle algérienne. Mais rappelons-nous ce que disait tout à l'heure au début de ce journal notre envoyé spécial Jacques Merlino. C'est en fin de soirée et pendant la nuit que les émeutes et les affrontements les plus durs ont eu lieu tous ces jours derniers depuis mardi, date de début des événements en Algérie. Voilà, avant de nous quitter, les résultats du tiercé qui se courait cet après-midi. Vous allez les voir s'inscrire sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 12, le 5 et le 14. Ça vous rapporte 750 francs. Pour ce qui concerne le quartet, vous ajoutez le 16 et vous gagnez, je vous le souhaite, 6177 francs et 60 centimes. Voilà, tout de suite après le journal, la météo, les prévisions de José Blanc-Lapierre. En fin de programme, c'est Hervé Claude qui vous présentera le journal. Demain matin, 7h45, Télématin, avec l'invité des 4 vérités de Gérard Morin, Lionel Stoléru, le secrétaire d'État chargé du plan. Et puis demain soir, ici même, vous retrouverez à 20 h Christine Ockrent. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et je vous dis à samedi prochain. Bonsoir.